Aujourd'hui, Marie-France de Vaast s'est intéressée à l'immigration italienne en Languedoc-Roussillon et plus particulièrement dans le port de Sète. Excellente fin de soirée sur FR3. Est-ce la force du destin, un grand courage ou le plus complet désespoir qui poussa de la fin du siècle dernier aux années 1950 quelques 14 millions d'Italiens à laisser derrière eux leur mama et la ville éternelle. En 1954, le Languedoc-Roussillon compte 1 450 000 habitants, parmi lesquels 162 000 étrangers, dont 67 000 se font naturaliser. 25 000 d'entre eux sont d'origine italienne. Alors que les Espagnols s'éparpillent sur tout le vignoble languedocien, et donc à l'intérieur des terres, les Italiens vont se regrouper sur les côtes, de Port-Vendre à l'embouchure du Rhône, en passant par Collioure, Agde, Aigues-Mortes. Dans l'Hérault, si l'on accepte ceux qui chercheront fortune dans les eaux blanches des salins du Midi, les plus nombreux viennent de Calabre et surtout des golfes de Gaète, Naples, Salerne et Policastre. Curieusement, alors que leur nombre est beaucoup moins important que celui de la colonie espagnole et qu'il n'atteint pas 3,5% de la population, ce sont eux qui vont faire du port de Sète cette île singulière qu'immortalisa Valéry. 29 juillet 1927. Est-ce la paix qui envahit le cœur du petit Luigi en découvrant dans la brume de l'aube les formes arrondies de la colline de Sète? Nous sommes rentrés à Cettara, plaisante Tommaso à l'avant du bateau-bœuf. Et c'est vrai que le petit port au pied de la colline boisée ressemble à s'y méprendre à celui qu'ils ont quitté voici 3 jours. Luigi rêve, quand tout à coup des ordres sont criés. Il ne rêve plus, et c'est en Cettarese qu'on leur répond des quais. Dans la mémoire des Italiens de Sète, des images flottaient. Était-elle plus belle le temps aidant et les musiques plus gaies et la piété plus grande? Avait-elle rejoint l'oubli aidant les paysages que composent les histoires du pays d'où l'on vient mais que l'on ne connaît pas? Nous avons fait le voyage jusqu'à la source de la mémoire italienne. Et tout de suite, les rythmes et les couleurs, les odeurs et les bruits de ce village accroché aux falaises ont eu raison de nos doutes. On peut partir de Cettara vers l'exil, vers d'autres rivages, mais Cettara est inoubliable. Le port est le cœur du village. Les enfants savent d'instinct le maniement des rames, déjà marins et pêcheurs. Les bateaux du large sont là, chargés de pièces et de palangres. Par respect pour leur saint patron, les pêcheurs sont restés à terre. Jadis refuge des galères, Cettara semble attendre l'avertissement qu'un guetteur lancerait du haut de la tour, annonçant l'arrivée d'une razzia sarrasine. Le port de Sète a été créé en 1666 pour des raisons économiques, puisque le Languedoc avait besoin d'un débouché sur la Méditerranée en ce qui concerne tous les produits languedociens qu'il fallait exporter, mais également de toutes les marchandises qu'il fallait importer. C'est donc une raison économique, véritablement, qui a été à l'origine de la création du port. Et sur cette colline de Sète, il n'y avait, pour ainsi dire, aucun habitant. Si ce n'est quelques pêcheurs sur les temps de taux. Donc c'est une véritable immigration qui a eu lieu, immigration qui a été faite par
des Provençaux, d'une part, nombre de Cévenols, d'autre part, qui venaient à Sète pour construire le port. Par la suite, tout au long du XVIIIe siècle, par le fait même des relations commerciales qui existaient avec l'Italie, avec Gênes, avec Livourne, avec Naples, quelques familles d'Italiens sont venues s'implanter à Sète, mais jusqu'à la Révolution française, on ne peut pas dire qu'il y a eu véritablement une colonie italienne à Sète. Pourquoi à Sète? Parce qu'il y a déjà une tradition de la connaissance de ce port à travers le commerce, à travers le cabotage qui a eu lieu au siècle précédent. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien, Ah, merci. ça fait plaisir. Ça alors, hein? Eh oui. Oh, Ça nous a fait plaisir. Hein. Votre maman, ça va bien? On a plié tout le monde. Hein. Il y a 2 ans. Il nous l'avait dit, son frère. C'est là que je suis né, là au numéro 5. Et c'était assez rigolo parce que finalement on était, nous les rouquettes, entre les rugères, vous, qui teniez déjà tout le machin avec vos 18 enfants, hein, et puis les Catanzano qui étaient aussi des Italiens. Voilà. Ici, c'était le royaume des Italiens. C'était le royaume de la mer, parce que pour nous, enfants, pour être sur la mer, que ce soit comme marin-pêcheur, comme navigateur, ce qui n'était peut-être pas vrai, ou pour s'occuper sur le port, pour travailler sur le port, c'était les Italiens. Les Languedociens, ils étaient là-bas, beaucoup plus loin, du côté de l'étang, du côté de la Bordigue. Les pêcheurs languedociens, ils étaient là. Mais les pêcheurs italiens, c'était là qu'ils étaient. Le quai était complètement encombré de bateaux-bœufs, etc. Et les femmes qui venaient pour vendre le poisson dans la rue à ma mère, qui était une Aveyronnaise et qui s'était mise à adorer le poisson et à faire merveilleusement le poisson, c'était des Italiens. La dame qui habitait à côté de chez nous, elle était marchande de poissons dans les villages. Elle s'appelait Madame Julien parce qu'elle avait épousé un Catalan, ce qui était très fréquent. Mais elle était d'une famille d'Italiens qui se trouvait juste là derrière. Et c'est elle qui avait fait manger à la maison de la sèche pour commencer. Et puis toutes sortes de poissons. Et les recettes que ma mère tenait, elle le tenait de la voisine qui était donc italienne, calabraise, mariée avec un Catalan, dont la mère parlait catalan avec ma mère en occitan, mais ici, ça c'était les Italiens. C'était les Italiens là, c'était les Italiens au-dessus, dans le quartier haut, et nous qui habitions donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la Placette, nous étions, nous aussi, des gens importés. Eh bien, je m'appelle Ansel-Marie, dit Bouchon, à cause de ma taille, de ma petite taille. Je suis premier prud'homme du port et président de l'organisation de producteurs Satoa. Je vends les sardines. Je m'occupe de toutes les sardines du port. Les origines italiennes, en ce qui nous concerne, presque tous les pêcheurs de Sète ont des origines italiennes. Et à l'heure actuelle, il y en a quelques-uns encore que le mortier s'enlaille, si on peut dire. Mon père est venu en France en 1948, tout seul. Il est venu essayer de trouver du travail ici. Il a trouvé du travail. Et au mois de janvier 1949, il est venu le chercher donc en Italie. Moi, ma sœur et ma mère, évidemment. Et nous sommes arrivés en France au mois de janvier 1949. Et d'après mes souvenirs de gosse, parce que j'avais quand même 13 ans, j'ai débarqué au mois de janvier au quai de la gare. Il y avait un Mistral, mais alors quelque chose d'extraordinaire. Tu arrives dans un pays où tu ne connais pas la langue, ni tu ne connais personne, tout ça. Je t'avoue vraiment que c'est très difficile, surtout au début, de supporter des trucs comme ça. Nous sommes venus ici à Sète en 1927. Et puis alors, il y avait une sœur, ma mère, qui habitait déjà Sète et que son mari travaillait au quai. Mon oncle travaillait sur les quais comme charbonnier. Et puis alors, nous avons trouvé une maison où nous avons habité là, la maison de M. Zambrano, Pascal. Là-bas, tout en haut. Tout à fait en haut. Vous voyez la petite fenêtre qu'il y a là? Ça, c'était une chambre. Ça, c'était la chambre de nos parents, de mes parents. Et puis alors, de l'autre côté, il y avait 2 chambres et une petite cuisine, mais le parquet bois, vous voyez. C'était un grenier? C'était plutôt des greniers, oui. Et alors, vous travailliez déjà à cette époque? Ah oui, à 10 ans, dès que nous sommes venus ici comme émigrés. Alors, à l'époque, on disait, vous êtes des étrangers. Et alors, on nous faisait embarquer sur les bateaux-bœufs de l'époque. Et il fallait se lever à 3 h du matin pour être à bord à 3 h 30.
et larguer la voile à 4 h du matin, c'était le départ. Vous savez, comme on dit ici, à Sainte, il y a homme et homme. On est de la même classe. On est de la même classe, voilà. Alors, si vous êtes né à Sète, c'est donc votre père qui est né en Italie? Ah, moi, non. Le sien, oui. Le mien, non. Le mien est né à Sète. Mon grand-père qui est né à Gaète. Vous voyez? Gaète, c'est un port à côté de Naples, à 90 km de Naples, qui ressemble un petit peu d'ailleurs à Sète. C'est une autre, comment je pourrais dire, une autre race que la sienne, vous voyez. Eux, ils sont nés du côté de Chétard, là. Amalfi, Amalfi, tout ça. Mais enfin, on a toujours estimé davantage ceux qui venaient de Gaète que ceux qui venaient de Cheval. C'est-à-dire ils sont venus avant? Pourquoi? Ils sont venus avant les bateaux-bœufs de Gaète. Et ils venaient du côté de Naples à Sète à la voile pour faire la pêche aux bœufs. C'est-à-dire à deux bateaux. Ils traînaient le filet, l'art traînant. Comme les bœufs. Comme un bœuf, ils traînaient le filet. On appelle ça les bateaux-bœufs. On appelait ça les bateaux-bœufs. Et là-dessus, moi, j'ai créé une chanson. Vous voyez? Je l'ai fait, cette chanson. Cette chanson, elle a été tombée, après on l'avait oubliée, mais je l'ai relancée il y a exactement 37 ans à la première fête des pêcheurs, à la première Saint-Pierre. Cette chanson, comme c'était ces bateaux, on les appelait les mours de port. Ils étaient en Marie ici, vous voyez là. Et moi, j'en ai fait une chanson. Même je l'ai chantée à Paris, cette chanson. Peut-être, ouais, je vais un petit peu la décrier, comme on dit. Mais voilà, ici, il venait estivante et il demandait que c'était ces bateaux. Bon, moi, je rangeais les filets, ça m'est venu l'intuition, parce que je suis fort. Vous voyez, je veux dire, je suis bon, même autant que Brassem. Voilà. Et alors, me demandait qu'est-ce que c'est ces bateaux. J'étais sur le quai en train de réparer le filet, je lui ai dit, et voilà. Et ces bateaux-là, on les appelle les mours de port, parce qu'ils avaient le museau un peu comme un cochon, vous voyez. Voilà. Et alors, elle s'est mise à rire. Alors, je lui ai dit, cela vous paraît drôle. Et c'est pourtant l'unique et le seul nom de ces bateaux qui sont le long du Môle. Léger esquif sur lequel nous pêchons. L'an de janvier ou 31 décembre, nous y vivons, heureux de notre sort. L'entrepôt nous sert de cuisine et de chambre. C'est un berceau, notre amoureux de port. Et puis ça continue. Ça m'a paru très important de venir ici, précisément sur le Brise-Lames, parce que c'est un endroit pour moi qui a une charge symbolique extraordinaire. Je vais un peu essayer de m'expliquer sur ce point, c'est-à-dire, pour moi, le Brise-Lames, c'est à la fois la mer et la ville. C'est une situation intermédiaire dans laquelle tout le monde, un jour ou l'autre à Sète, s'est trouvé. Tout le monde arrive. Je ne dis pas que tout le monde arrive de la mer, mais en particulier les Italiens arrivent de la mer dans cette poursuite des poissons, du thon, de la sardine, de l'anchois. Ces gens arrivent suivant le poisson et un jour s'installent ici. Mais qu'ils s'installent ici ne veut pas dire qu'immédiatement ils deviennent des Sétois, immédiatement ils sont Sétois. Ils passent une grande période historique, presque un siècle à mon avis, pendant laquelle ils deviennent Sétois, pendant laquelle certains redeviennent italiens et retournent en Italie, pendant laquelle certains deviennent marseillais, toulonnais, certains vont à Port-Vendre, d'autres se fixent ailleurs. Mais il y a une grosse majorité de ces pêcheurs qui se fixent à Sète et deviennent petit à petit, par une approche quotidienne, par des choses qui sont impalpables et que l'histoire généralement a beaucoup de difficultés à dire, beaucoup de difficultés à démontrer, deviennent des Sétois. Généralement, quand on arrive quelque part, on passe une longue période que certains appellent adaptation, d'autres appellent assimilation, mais une longue période qui est une période de conflit, de tension, de satisfaction aussi, de joie, de découverte. Vous savez, on ne découvre pas à Sète la mer, puisque les gens qui viennent de la mer, les Italiens n'ont pas découvert à Sète la mer, mais ils ont découvert à Sète tout de même une mer particulière, une mer qui est en rapport avec un paysage. C'est la même mer, mais à la fois il faut qu'ils s'y réhabituent, parce qu'on n'est pas forcément des gens de la mer, on est des gens d'une certaine mer, d'un certain littoral. Et cette situation de Brise-Lames me paraît être vraiment extraordinairement significative. Tous les Sétois ont passé une partie de leur vie sur un Brise-Lames. Tous. Tout celui qui arrive à Sète est ici sur ce Brise-Lames et il passe un long moment de sa vie à prendre un bateau, un radeau, une planche, à nager jusqu'à Sète pour devenir un Sétois.
Ces Italiens qui sont arrivés à Sète, à la fin du 19e siècle principalement, ont trouvé 3 débouchés. Tout d'abord la pêche, par définition je dirais, puisqu'ils venaient des pays de pêche, et ils ont constitué, avec les Catalans qui étaient arrivés déjà un petit peu avant eux, ils ont constitué une communauté de pêcheurs importante et à qui très certainement Sète doit sa renommée, puisque nous sommes à Sète, le premier port de pêche de la Méditerranée. D'autre part, il y avait depuis la fin du XVIIIe siècle des salines qui se trouvaient du côté de la plage d'Agde. Et là encore, étant donné qu'il s'agissait du salage des sardines, et était un commerce important, les Italiens sont venus travailler sur ces salines. Piano piano, là, là. Là, piano piano, piano piano. En arrière, hein. Restez assez éloigné de l'église. Bien reçu sur l'oreille, on n'a plus à bord donc vous l'oreille. Et là, le faire comme ça. Basta. Ciao. Et ici à Sète, à part de travailler dans le port comme pêcheur ou navigateur, il n'y a pas grand-chose. Il y en a qui travaillent dans les parcs aussi. C'est tout entouré d'eau parce que Sète, c'est une île. Et alors, il n'y a pas grand chose à travailler sur la terre. Bien, je voudrais parler de quelque chose que les gens généralement oublient. Quand on parle de la pêche, quand on parle d'un port de pêche, quand on parle d'une industrie comme celle de la pêche, on oublie trop souvent le poisson. On oublie de penser au poisson. Or, si ces gens-là existent, si le port de Sète est le premier port de pêche de la Méditerranée, c'est bien parce qu'il existe un grand circuit migratoire de poissons qui sont des poissons de moyenne eau et de surface, qui sont le thon rouge, l'anchois et la sardine. Et il y a quelque chose qu'il faut aussi savoir, c'est que le poisson ne recule jamais. Le poisson a un circuit, a un itinéraire, il est toujours tête en avant et puis il parcourt son circuit de manière systématique et naturelle, je dirais. Les pêcheurs suivent. Alors on peut penser que les pêcheurs s'arrêtent aussi bien à Marseille qu'à Gênes, qu'à Nice ou à Port-Vendre. Il se trouve que les pêcheurs italiens du golfe de Naples se sont arrêtés à Sète. Et ceci pour des raisons bien particulières et qui rejoignent l'histoire. Il se trouve aussi en même temps qu'à Sète, on leur a proposé une structure, celle que Colbert a mis en place, c'est-à-dire il y avait un port neuf, il y avait un port disponible, il y avait un port qui, contrairement aux autres ports du Languedoc et aux autres ports, n'était pas ensablé. Donc les pêcheurs se sont, disons, naturellement arrêtés à Sète et sont naturellement restés à Sète, poursuivant le thon, poursuivant l'anchois et la sardine, mais trouvant tout de même ici les conditions de leur installation. Pourtant à Sète, le monde des pêcheurs n'est pas qu'italien. Derrière la colline s'étale l'étang de Thau, où un autre monde vit les pieds dans l'eau. Pêcheurs de loups, d'anguilles ou de dorades, la pointe courte est leur royaume. Entre les pêcheurs d'étang et les pêcheurs de la mer, je ne pensais pas qu'il y avait véritablement jalousie. Il y avait une espèce de ségrégation. Et le petit soupe, hein? J'ai appris après, à ce moment-là, je n'en savais rien, que les Languedociens, les Provençaux, ce sont des pêcheurs d'étang, traditionnellement. Donc je suppose que quand la jeune ville s'est faite et qu'on a appelé des gens à venir ici, les Languedociens et les Provençaux se sont fixés surtout sur l'étang et sur la mer. Et au moment où le port a pris l'importance qu'on sait, et comme le métier de marin-pêcheur est certainement le plus pénible, le plus difficile, le plus mal payé des métiers du monde, les Calabrais, quand ils arrivaient, ils se fixaient sur les mauvais travaux, c'est-à-dire sur le bâtiment, sur le port en tant que docker et sur la mer en tant que navigateur. Car
leur pêche en Calabre était une pêche maritime, et ils l'avaient. Alors, non, c'était des mondes qui s'ignoraient. En fait, je ne crois pas qu'il y avait une opposition extrêmement forte, simplement à l'odeur de la cuisine, à la façon dont on vivait, au quartier dans lequel on habitait. On savait qu'un tel était un Calabrais. Mais oui, quand même, il faut dire que mon père, par exemple, bon, les Calabrais, c'était des Calabrais. Il n'était jamais qu'employé de gare, mais un employé de gare, c'était quelqu'un qui était autre chose qu'un marin-pêcheur dont la femme, avec une brouette, vendait la part dans les rues de la ville en criant le poisson. Passer le pont de la Savonnerie, où on va arriver, c'était rentrer dans les beaux quartiers. Les Italiens, ils étaient vers ici et vers le quartier haut, et puis alors, de l'autre côté, je pense qu'on va s'en rendre compte, le paysage change. Les quais deviennent des quais non plus simplement où on débarque des marchandises, mais où sont les belles maisons, où les bourgeois de la ville, qui s'appelaient Prat, Casalis, Sahuquet, enfin, avaient leur belle demeure. Et quand on va passer, là, peut-être que vous allez le voir, oh, ça va pas être lointain. À la montée de la Bourse, j'ai toujours pensé que c'était le triomphe des Calabrais. Parce que ceux qui gagnaient les joutes et qui rentraient avec le pavois, eux, c'était un peu leur escalier d'honneur. Ils étaient passés d'un quai, ils étaient venus gagner les joutes là. Hein, ils s'appelaient Ciani à l'époque. Et c'était un fantastique joueur, puis ils se sont appelés les gens de mon âge, Stento et compagnie. Ils quittaient ce quai. Ils venaient gagner les joutes-là, ils montaient par la bourse et ils allaient signer le livre d'or de la mairie. Et la tâche est rude. On a beau être brave et fort, allier le courage à la prestance, quand l'adversaire se présente, il faut bien l'affronter. Ces chocs de titans dans l'arène nautique, au son aigrelé du hautbois, sont entrés dans la légende locale. À la question naïve des estivants, les joutes, c'est du sport ou du folklore, qui pourrait répondre? Quant à l'origine, les exégètes s'y perdent. Peut-être sont-elles nées à Aigues-Mortes alors que Saint-Louis s'apprêtait à embarquer pour Tunis. Mais qu'importe. Ce soir, sur le canal de Sète, un nouveau champion sera sacré. C'est à partir de 1917, je crois, qu'on voit les Italiens apparaître dans le monde des joutes et faire leur entrée en force avec Liparotti et bon, aussi Vincent Ciani. Et je crois que les joutes ont été pour eux aussi un moyen de s'intégrer dans la communauté sétoise. Pour mon grand-père, ça a été le cas parce que bon, ça a été pour lui un moyen de se faire des relations et de trouver du travail et de devenir entrepreneur de maçonnerie alors qu'il n'était qu'un artisan au départ. À Sète, les joutes ont aussi été un moyen de lier les deux communautés, la communauté italienne et la communauté française ou occitane. Et d'ailleurs, il y a peut-être un moment qui est assez extraordinaire dans les joutes, en dehors du spectacle, quand les jouteurs reviennent et qu'ils escortent le vainqueur, il y a ce qu'on appelle la raïssa, c'est-à-dire ce sont des rangées parallèles de jouteurs qui se tiennent par les épaules et les rangées vont dans des sens opposés sur les bords des trottoirs. Une rangée va à droite, une rangée va à gauche et emporte toute la foule avec elle. Je crois que c'est un moment de fusion, un moment très fort qui a pu contribuer avec les joutes dans leur ensemble à lier le destin des deux communautés. Vous savez que les joutes viennent de la chevalerie, mais en fait, ce n'est pas tout à fait la chevalerie comme avant, mais il y a un certain esprit de chevalerie qui est resté. Je me souviens, lors d'un tournoi,
mon père avait fait la finale d'un tournoi important, je crois que c'était pour la Saint-Louis, avec M. Carmassi, Jules, dit l'avenir. À la dernière passe, M. Carmassi, comme on dit à 7, a fait passer mon père en avant. Quelque chose qui, pour faire tomber le champion de cette façon-là, était un sacrilège. Bon, quand on est tombé à l'eau, au joute, on est à l'eau, on ne remonte pas généralement. Hein. Et figurez-vous que le lendemain matin, à l'ouverture du bureau, c'était très tôt, puisque mon père était un lève-tôt, j'étais là, M. Carmassi est venu, tout penaud, et a dit à mon père, Vincent, je ne voulais pas te faire ceci. Ils étaient émus tous les deux. Hein? Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, avec la larme à l'œil. Si tu n'aimes pas les joutes sétoises, n'approche pas de ce tombeau. Si tu les aimes, approche, ne crains point, assieds-toi, et si tu le veux, sommeille. Ceci est l'épitaphe que nous avons fait graver sur la tombe de notre père, et c'est pas ce qu'il voulait. Quelque temps après sa mort, disons que j'avais une journée où je pensais profondément à lui, et je feuilletais des papiers de joute qu'il avait laissés dans un placard. Et c'est alors que j'ai trouvé une enveloppe cachetée sur laquelle était écrite le nom de tous ses enfants et sur lequel était écrit la phrase suivante, à nourrir qu'à ma mort, pour Nicolas, Mimi, Louisou et Colette, les enfants. Évidemment, j'ai ouvert cette enveloppe tout ému et j'ai découvert un morceau de papier tout simple qui disait que après sa mort, il voudrait qu'on lui fasse une simple plaque de marbre portant l'épitaphe et 2 barques de joute allant l'une vers l'autre. Nous nous sommes concertés entre frères et sœurs, bien sûr, et nous avons dit quand même que ça méritait plus qu'une simple plaque de marbre, et nous avons décidé de lui faire un monument que nous avons fait faire à Carrare, en Italie. Boléro, c'est le blagueur de 7. Et alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, maintenant, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Tu t'arrêtes un peu que je dis. Mais j'en ai sorti. Mais c'est pas à toi de le dire, c'est au directeur du conservatoire de le dire. Non, il n'y en a pas de directeur, il n'a jamais été. Il a été au stand, faire du sport, au temps de Marty, là, ici, là. Eh bien, il n'avait pas assez d'argent pour s'acheter un flottant. Cette époque-là, à cette époque-là, on ne pouvait pas aller acheter un flottant. Voilà, cette époque-là, il n'avait pas d'argent, il ne pouvait pas le faire. Seulement maintenant, il a des lingots d'or. Mais ces lingots d'or, ils sont en papier. Oui, bien, elle est là. Hein. Tiens, allez, je peux te s'habiller. Combien ça vaut, ça? Que ça? Voilà. Ne me demandez pas l'âge, regardez, c'est tout. Les médailles et les diplômes, je ne les compte plus. J'arrive à 33 kilos de médailles que j'ai gagnées sur tous les stades de France et de Navarre. Vous voyez? Voilà. Maintenant, je vous le dis, dans ma vie, je n'ai pas grimpé bien haut, vous voyez? Mais j'ai grimpé à la force des poignets. Il a perdu la tête. Je suis resté toujours le même. Moi, je n'ai pas changé. Je ne suis pas Julio et Golrias. Moi, je n'ai pas changé. Ouais. Il n'a pas changé. Nous sommes tous des beaux parleurs, on aime parler, on aime discuter, on aime s'engueuler, foutre des raisonnements, comme on dit à 7, on aime la tchatche, quoi.